dire quelques mots sur les chantiers de l'histoire du travail social comme tel qui s'est constitué depuis une quarantaine d'années, avec quand même un regard sur quelques petits moments qui expliquent les changements des années 70-80. Donc je crois que dans le premier temps, je parle du XXe siècle, donc, tout ce qui est avant, c'est autre chose. Donc si on parle du XXe siècle, en gros l'histoire du travail social des premières 50 années de ce siècle, c'est disons une version très hagiographique du travail social. C'est-à-dire, c'est la forme moderne de la vie des saints. On est un peu sur des personnes qui ont des qualités exceptionnelles, qui se sont aventurées dans des zones obscures de la société, les prostituées, les tuberculeux, les enfants abandonnés, et là ils découvrent finalement un monde nouveau, ils l'éclairent et surtout ils vont le transformer grâce à leur action exceptionnelle. Je crois qu'on est un peu sur ce modèle-là des créateurs d'institutions, ceux qui suggèrent de nouvelles politiques sociales, etc. Donc, on a des fléaux sociaux et des grands chevaliers blancs qui vont lutter contre ces fléaux sociaux. Chevaliers blancs qui sont d'ailleurs plutôt des femmes que des hommes quand on va sur le terrain. Parce que les hommes, ils restent dans le bureau. Là. Donc, un exemple, parce que j'ai travaillé sur l'école normale sociale, dans les placards de l'école normale sociale, dans les fin des années 70, il y avait encore des piles de bouquins édités par l'école, enfin par les éditions Spes, mais bon, l'école. Un sur l'encyclique Rerum Novarum, pas étonnant, parce que c'était une encyclique fondatrice finalement de la pensée de l'école. Mais il y avait aussi 3 livres sur des personnages. Alors on avait les 3 figures représentatives de l'école. Il y avait Madeleine Carcignol. Les livres ont été édités entre 1927 et 1923. Madeleine Carcignol, la première assistante sociale de Normale Sociale, et donc qui a construit le service social, au moins aux yeux de l'ENS. On a aussi ensuite la militante syndicale, Maria Bardot, syndicat catholique féminin. Et on a la 3e figure, Georgette Désisdart, famille aristocratique descendant des croisés, qui, elle, est à Marseille et fonde l'Union féminine civique et sociale et fonde l'école de Marseille, l'école de service social de Provence. Ce qui caractérise les 3, c'est la vocation. Elles étaient toutes, mais ça, c'est pas dit dans le livre, mais ça, on le sait après, membres d'une congrégation religieuse. Ce qui marque aussi, c'est effectivement l'exceptionnel de leur parcours, de leur vie, c'est aussi la souffrance. Elles sont toutes malades, elles meurent toutes relativement jeunes et elles ont vaincu aussi la souffrance grâce à leur foi. Donc on a ce modèle-là qu'on peut retrouver dans d'autres ouvrages qui sont du même style. Apolline de Gourlay, par exemple, quand elle a parlé des résidences sociales, a comparé les résidentes aux vierges chrétiennes de l'Antiquité. Donc on a toute cette littérature, fortement d'ailleurs marquée par l'appartenance confessionnelle. Les éducateurs, ils sont venus un peu plus tard, donc ils sont moins marqués par ces histoires de saints ou de saintes, mais quand même on en trouve quelques-uns du même style. C'est-à-dire les grands fondateurs qui sont des gens exceptionnels, aux qualités d'ailleurs, là aussi, exceptionnelles. Donc c'est la sainteté, appliquée à un nouveau secteur, puisque comme on s'était dit par l'auteur des 3 bouquins, l'engagement religieux de nos jours, l'engagement moderne religieux de nos jours, c'est l'engagement dans l'action sociale. C'est plus le couvent, c'est le monde ouvert. D'ailleurs, la congrégation était une congrégation de laïcs consacrés. Deuxième temps,
arrivent les iconoclastes. C'est-à-dire, comme par hasard, c'est tous des sociologues et pas des historiens. Bon, après, il faudra peut-être expliquer ça un jour. En plus, j'en faisais partie, donc ça va, en tant que sociologue aussi. Donc, on a toute la phase sociologie critique des années 70, post-68. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les saints sont devenus des diables, c'est-à-dire des agents de la bourgeoisie qui sont là pour endormir la classe ouvrière et la soumettre à l'exploitation. Donc on a le travail social, agent du capital, c'était avec une revue qui s'appelait Champ Social, donc un des rédacteurs en chef est connu ici. Donc on a ce tournant-là qui est un tournant à 180 degrés, quoi. On a Verdès-Leroux qui fait la grande démonstration à partir des discours des surintendantes pour montrer comment les surintendantes sont les agents du patron dans les entreprises. Elle oublie certes seulement de resituer dans quel cadre ces discours sont faits, et c'est dans l'assemblée annuelle de l'association des surintendantes, dans laquelle il y a effectivement tous les employeurs. Si on dit aux employeurs qu'on est là pour les dynamiter, c'est pas sûr qu'on ait du boulot 3 jours après. C'est aussi toute la littérature sur l'enfance. L'enfance, on a la police des familles qui poursuit les familles hors la loi. Donc on a finalement une vision du travail social, appareil idéologique d'État, pour employer aussi les termes de l'époque avec Althusser. Donc finalement, on bombarde les idoles anciennes, on les critique et on démolit les statues. Donc on a finalement, jusqu'à ce moment-là, du blanc ou du noir, selon le côté où on se place. Alors ce qui manque surtout, et ce qui me semble important, et ce qu'on a commencé à travailler, disons dans cette période-là, c'est un regard sur les contextes dans lesquels le travail social se développe. C'est-à-dire, quels sont les courants idéologiques, quelles sont les réalités du terrain que rencontrent les travailleurs sociaux dans leur pratique, quelles sont les évolutions des positionnements. Parce que on peut toujours trouver, et encore, si on trouve que ça, c'est qu'on n'a pas cherché, on peut trouver citer 10, 50 assistantes sociales issues de familles de la bourgeoisie et des fois de la grande bourgeoisie, et en conclure effectivement sur le lien automatique entre leur naissance dans la grande bourgeoisie et ce qu'elles viennent faire dans le travail social. On oublie aussi les effets de contagion. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se retrouve, je pense à Madeleine Denbrel, militante catholique, dans une municipalité communiste, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la circonscription de Torres, secrétaire général du parti. Donc on a des effets, disons, de contagion idéologique. D'ailleurs, même en regardant le petit guide du travailleur social de l'abbé Violet, on voit des textes qui rappellent quand même l'empathie, plus tard Rogers et quelques autres. En langage d'époque, mais quand même. Donc on a un peu cette évolution des positionnements qui me semble être complètement ignorée dans les périodes antérieures. Alors c'est, disons, vers la fin des années 70 que Marc de Lamontal-Labert l'a cité, qu'apparaît un des premiers bouquins, qui est le bouquin de Rue Péguerrand, qui enfin donne, même s'ils sont encore une teinte critique un peu forte de temps en temps, et un peu moqueuse, qui donne vraiment une première assise. Et je crois que le tournant est surtout le fait d'Yvonne Knibiller. Parce que là, on a enfin 2 choses importantes avec elle. D'une part, le constat qu'elle a fait, il suffit de regarder un peu, mais personne ne l'avait fait avant elle, que les assistantes sociales, c'est des femmes, à 99 et quelques pourcents,
que ce sont elles qui l'ont fondé, ce sont elles qu'on trouve à la fois dans les institutions et qui ont géré les institutions, créé les institutions, et qu'on trouve sur le terrain. Et donc, elle a fait le lien entre histoire des femmes et histoire du service social. Donc là, c'est ce premier lien qui est déjà un pas important. Le deuxième pas important, c'est qu'en fait, elle a mobilisé des acteurs du service social. Alors, c'était pas mal de retraités à l'époque, donc elles ne sont plus là maintenant, qui ont travaillé. Il y a eu une vingtaine, disons, d'assistantes sociales retraitées, fondatrices, en gros les fondatrices des services qui existaient encore à l'époque, dont on a recueilli le récit de vie professionnelle et pas toujours le récit de vie, parce que des fois il y a des trous. C'est aussi ça a été une mobilisation du secteur. Par exemple, il y a eu des groupes thématiques. Il y a eu un groupe sur l'histoire de la formation qui a travaillé un certain temps. C'est un peu dans ce cadre que j'ai raccroché finalement avec Kniebiller, puisqu'on a fait l'histoire de l'ENS. C'est finalement Kniebiller qui nous a interpellés en nous disant qu'est-ce qu'il y a dans vos placards à l'ENS, parce qu'on n'avait jamais ouvert les placards. Et notre vision des formateurs de l'ENS, on était plutôt sur les dames patronesses que sur autre chose. Et en ouvrant les placards, on a découvert un centre de formation de militantes syndicales catholiques féminines. Et accessoirement des assistantes sociales, mais au départ, c'était accessoire. C'est venu après. Donc, c'est un peu ces groupes thématiques aussi qui ont existé. Certains ont produit, d'autres moins, etc. Je crois qu'aussi, c'est un peu à partir de là que le contexte par rapport à l'histoire du travail social change. Disons, si on est dans les années 80, on a quand même un certain nombre d'éléments qui marquent un certain nombre de travailleurs sociaux. On est dans une phase dans laquelle il y a une génération qui passe à la retraite. C'est la génération, pour les AS, qui a connu la grande mutation des années 45 et suivantes. Pour les éducs, c'est les éducs c'est ceux qui ont créé la profession des années 45 jusqu'au DE, la Convention de 66, etc. Donc c'est aussi une génération qui a été confrontée à des périodes un peu dures de leur vie. Vu leur âge, tous ont été au moins enfants ou jeunes sous Vichy, sous l'occupation. Tous les hommes ont été confrontés directement, ou presque tous, à la guerre d'Algérie, puisqu'ils ont fait du tourisme en Algérie entre 1954 et 1962. C'était en 20 ans, quand on avait 18 ou 20 ans à cette période-là, et même quand on était plus âgé, puisqu'il y a eu le rappel des réservistes, on faisait un stage en Algérie. Donc c'était aussi ça qui a marqué l'Algérie, c'est aussi des questions éthiques qui se sont posées d'une manière très forte à ce moment-là pour un certain nombre de travailleurs sociaux. Et puis donc c'est ça la génération aussi qui avait été portée par le progrès. Si on regarde les problématiques des fléaux sociaux anciens, ces fléaux sociaux commençaient à disparaître, la tuberculose, ça y était, on avait la pénicilline, les logements, ça traînait, mais on construisait nos grands ensembles qui deviendront les cités difficiles d'aujourd'hui. Donc on avait le progrès. Les salaires s'amélioraient doucement. Bien sûr, l'exploitation a continué sans problème. Mais en gros, il y avait... Les femmes commençaient à travailler aussi. Moulinex libère la femme. Donc vous avez toute une série de changements sociaux qui ont été importants dans cette période des années 50-70. Et les années 80 nous ouvrent quand même devant un choc important. C'est-à-dire l'idée que ce progrès allait continuer sans fin,
l'amélioration continue, on se retrouve avec d'abord ce qu'on pense être une crise, hein, le pétrole, la crise pétrolière des fin des années 70, la montée du chômage, la fin de la sidérurgie et des chantiers navals, la fermeture des grandes centrales. Donc on a, d'un coup, réapparaissent, on reparle des pauvres. Coluche lance ses restos du cœur. Donc la pauvreté redevient quelque chose qu'on retrouve dans... Et donc là, il y a des chocs. Donc tous ces éléments-là, passage à la retraite, transformation sociale, le choc en gros de la montée de la pauvreté et du chômage, fait que finalement, on se regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et ça a donné un certain intérêt pour le regard historique, c'est-à-dire comment comprendre comment on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Sans compter aussi qu'on parle, qu'on questionne les professions, hein, travailleur social unique ou pas unique, ça fait partie du serpent de mer qu'on commence à entendre dans ces années-là. Donc c'est dans ces années 80, fin 80, qu'on a la création de la première structure qui se donne comme objectif de travailler sur l'histoire du travail social, c'est le réseau Histoire, hein, créé par Brigitte, soutenu très fortement par le CEDIAS, puisque toutes les réunions, publications, etc. sont portées par le CEDIAS. Donc on a là une première structure qui va marquer l'histoire du travail social, puisqu'on va assister avec le réseau à la rencontre de gens qui sont en général assez isolés chacun dans leur coin. Et là, d'un coup, on a plusieurs éclairages sur cette histoire du travail social. Donc on va aussi, il y a la revue sur les écoles, les fondatrices de services, les savoirs, la conférence de 28, etc. Donc la revue Vie sociale est un organe central à ce moment-là de la diffusion des travaux historiques. Et puis commencent aussi les publications de livres. L'Harmattan, on a le bouquin de Armel Babon sur la période de Vichy. Pour les éducs, on a eu aussi, un peu avant, le livre de Chauvière, qui aussi, lui aussi, interroge finalement dans quel contexte et comment s'est fabriquée cette profession d'éduc. Donc on a tous ces travaux. Le réseau essaime en province, c'est la province, comment ça se dit, ou les régions. Donc on a des groupes régionaux, certains ont une existence plus ou moins longue. Je crois que Marseille a été le seul survivant jusqu'en 2016. Donc on a là un outil qui est fondateur du développement de l'histoire. Les premiers bouquins aussi, il y a le bouquin sur les savoirs qui est édité, le bouquin sur le SSAE qui est édité par le NSP. Donc on a des éditions qui commencent et qui se font, la collection de Wittbrod à l'Harmattan, etc., etc. Et c'est un peu dans ce mouvement d'approfondissement de pistes qui ont été peut-être soulevées, souvent d'ailleurs, par le réseau Histoire, qu'on va voir la création des associations plus spécifiques comme la PJJ, la HPJM, qui va développer l'histoire de l'éducation surveillée et plus largement de l'histoire de la justice des mineurs. Le CNAES vient lancer, parce qu'ils s'appelaient eux-mêmes les dinosaures, c'est-à-dire finalement les fondateurs des grandes institutions du travail de l'éducation surveillée. Et le CNAES va avoir aussi un rôle central dans la préservation des archives. Ça me semble que là, il y a un apport qui est extraordinaire, parce que sans archives, on ne va pas beaucoup faire d'histoire. On a aussi Mémoire vive, centres sociaux, qui va travailler à partir du bouquin de Robert Durand sur l'histoire des centres sociaux. Donc on a, et même l'éducation populaire, il y a des choses qui existent à ce moment-là aussi.
Donc on a toute une série de travaux qui vont naître de ces associations. Et dans une certaine mesure, le groupe d'aujourd'hui, le groupe de recherche en histoire du service social, est un peu aussi un reflet, un descendant de ce mouvement-là. Bien sûr, on est parti, et c'est peut-être Knibiller et la revue de vie sociale sur les fondatrices, qui a un peu été le point de départ de l'idée d'un dictionnaire biographique, en sachant que ce dictionnaire biographique va nous permettre d'avoir un regard qui soit un peu différent, enfin, un regard historique finalement, parce qu'on va essayer à travers des biographies d'analyser les rapports entre les contextes politiques, économiques et sociaux, le travail social tel qu'il existe à ce moment-là, ou tel qu'il naît, et aussi les trajectoires et stratégies d'acteurs, les actes qu'ils posent, et comment souvent, et ça se voit, je pense, à la biographie d'Isabelle du Hurtado, comment à partir de pratiques très empiristes, finalement, on construit une pratique, comment elle a inventé d'une certaine mesure le service social scolaire dans les années 20 dans le 13e arrondissement de Paris, à partir d'une entrée dans les écoles clandestine parce qu'elle n'était pas autorisée à entrer dans les écoles. Donc c'est le médecin qui l'a fait rentrer en la cachant plus ou moins pour s'occuper aussi des gosses tuberculeux et de leur famille. Donc on a tous ces éléments-là qui sont derrière l'approche biographique qu'on a choisie. Alors, dans nos listes, il y a les manques. Alors, les premières listes ont été fabriquées un peu par nous, par le groupe, avec quand même un sous-entendu, même si ça n'avait jamais été dit, qu'on a cité des noms dont on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Parce qu'il y en a plein aussi qu'on sait qu'ils ont été importants, mais on sait, ou dans lequel on a un point d'interrogation sur où on peut trouver quoi que ce soit sur ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on a une liste de 150 qui n'est pas du tout limitée. On a actuellement 13 biographies rédigées qui sont prêtes à aller sur le site. On a une trentaine de biographies en cours de rédaction et on a le souhait d'avoir beaucoup plus de biographies rédigées, c'est-à-dire que là, un des objectifs d'aujourd'hui, c'est aussi l'appel à la mobilisation pour que des biographies soient rédigées. Appel à la mobilisation aux rédacteurs de biographies, appel à la mobilisation à tous ceux qui, dans leur placard, ont quelques archives, à tous ceux aussi et celles... Enfin, je devrais... Bon. Dans mon vocabulaire, je suis encore marqué par le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, à tous ceux et celles qui peuvent témoigner... Oui, pour les AS, je crois qu'il faudra. Bon. Alors, je crois que là, on est sur quand même on a quand même pas mal de difficultés de double nature. Bon, d'une part, comme souvent, là, c'est pas spécifique au service social, mais quand même, c'est une tendance assez marquée dans le secteur. Les archives, c'est des vieux machins poussiéreux qui encombrent et dont le sort et la poubelle, voilà. Hein. À l'école normale... à l'IRTS de Marseille, il y a une très belle armoire avec tous les cours, les livrets scolaires, etc., de l'école de service social de Provence, les formations pour les services sociaux coloniaux, enfin il y a plein de choses. C'est un beau placard, il faudrait le préserver et mettre des scellés dessus pour empêcher qu'il bouge. Donc, tendance à vider les archives. Mais aussi, on est marqué par la population dont on veut écrire des biographies. Ce sont des femmes discrètes,
qui ne racontent pas leur vie. Donc, quand on veut savoir la date de naissance, leur famille, on a à peu près rien, sauf exception. En ce moment, je travaille sur 2 personnes connues, puisque qui est Aimée Nouveau, la fondatrice de l'école normale sociale. Bon, c'est quand même une école qui existe encore, qui a des archives, etc. Les archives, je les ai travaillées. Mais sur Aimée Nouveau, on a quelques petites choses sur ce qu'elle a fait avec Butillard. Mais sur elle, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née, je ne sais pas d'où elle sort. Elle était à Lyon, c'est tout ce que je sais. En 2004, elle devait être jeune puisqu'elle sortait de l'école. Bon, par ça, rien. Et puis, elle est directrice en 30, elle est remplacée par Nejlen, et elle apparaît en 50, présidente du conseil d'administration de l'ENS, mais tout le reste, rien. Je ne sais rien. Jacqueline Perlès, je ne sais pas sa date de naissance, je ne sais pas sa famille, elle l'évoque vaguement, je ne sais pas son nom, parce que je ne sais pas si Jacqueline Perlès, c'est son nom de mariage qu'elle a utilisé à bon escient à partir de 40, parce qu'elle était d'origine juive, donc Perlès, c'est bien français, donc ça va. Elle a repassé le permis de conduire, ça elle le dit, au nom de Perlès, comme ça. Elle avait un papier officiel en 40. Donc, mais je ne sais pas son nom de famille, par exemple. Et des tas de choses. Enfin, si on prend d'autres, on a un peu dans le même style. Donc, on a un gros boulot de recherche de données qui peuvent parfois miraculeusement venir des archives. Par exemple, des archives, mais qui sont finalement assez pauvres pour l'un. Lieberman, elle était membre fondatrice, première présidente de la NAS, elle était membre du tiers-ordre dominicain. Sauf que le tiers-ordre dominicain, ils n'ont pas grand-chose dans leurs archives sur les quelques femmes qui étaient là. Nejlen, Butillard, Nouveau, Geneviève Morinière, Hélène Gossot et d'autres, c'était l'Institut, enfin ce qui est aujourd'hui l'Institut séculier Notre-Dame du Travail, qui existe toujours, qui nous a promis de sortir les archives, mais je n'ai pas l'impression qu'ils en ont vraiment beaucoup. C'est-à-dire, par exemple sur Nouveau, il ne peut pas me sortir grand-chose. Donc on a des femmes aussi, y compris dans des structures religieuses, avaient une place marginale dont on n'a pas beaucoup gardé de traces. Donc on est un peu sur des difficultés assez importantes pour rassembler des données. Alors aussi, le dictionnaire, c'est l'axe principal de travail. Mais on est très ambitieux au Grèce, on ne se limite pas à ça. C'est-à-dire on veut inciter à développer l'histoire du service social. C'est-à-dire on inclut là-dedans l'histoire des institutions, centres de formation entre autres, l'histoire de l'évolution des enseignements, la méthodologie, d'où ça sort, comment la fabriquer, pourquoi on se retrouve avec de l'enseignement de méthodologie à partir de 62, donc dans les écoles. Donc on a des thèmes aussi. On a aussi, il y a le centenaire des surintendantes. L'histoire du service social du travail serait à écrire. C'est l'histoire, enfin, d'abord les surintendantes, et ensuite c'est les pistes qui sont lancées à partir de 45. Donc on a une... Oui, mais sur les surintendantes. Oui, oui. Mais il faut développer plus. Donc on a beaucoup de chantiers qui appellent à la mobilisation. Et donc la journée d'aujourd'hui, c'est aussi un appel à mobilisation pour lancer des recherches sur les biographies
et plus généralement l'histoire. Et pour conclure peut-être tout de suite, comme je suis à Marseille, enfin je suis pas loin de Marseille, pas marseillais, parce que bon, à Marseille ils viennent de découvrir une carrière du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de la date de fondation de Marseille. Puisqu'avant il n'y avait que des sauvages, c'est les Grecs qui sont arrivés à Marseille pour les civiliser. Donc on a la date, la carrière fondatrice de Marseille. Alors bien entendu, il y a un projet d'immeuble qui est construit dessus, et comme par hasard, c'est Vinci qui va construire l'immeuble. Donc il y a une mobilisation, etc. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je crois que ce n'est pas seulement pour la carrière de Marseille, mais c'est pour l'histoire en général, et pour nous, pour l'histoire du service social, qu'on peut reprendre ça, parce que finalement, bon, ça c'est une appréciation de vieux. De temps en temps, on voit apparaître des nouveautés qui, si on gratte un peu, la nouveauté n'est pas très récente, disons, sauf qu'on avait tout oublié et qu'on recommence à le redécouvrir quelque temps après. Alors c'est des fois une redécouverte qui enrichit un peu, mais enfin bon, ça serait bien quand même de regarder l'arrière pour aller devant. Bon, je vous remercie.